Depuis le début de l'année 2016, aussi bizarre que cela puisse paraître, le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, est désormais dans le domaine public. L'œuvre fut ainsi publiée en Allemagne après 70 ans d'interdiction. En France, une polémique suivit l'annonce d'une traduction par les éditions Fayard, une polémique qui pose au fond le statut de l'ouvrage, considéré comme ayant conservé toute sa capacité de nuisance. Faut-il rééditer l'ouvrage d'un homme responsable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, pour ne reprendre que 2 des 4 chefs d'accusation du tribunal de Nuremberg? La réponse à cette question est bien plus complexe qu'on ne le croit. En France, le livre avait été édité en 1934 par les Nouvelles Éditions Latines, et pour ce faire, l'éditeur, du nom de Fernand Sorlot, obtint le soutien de la LICA, c'est-à-dire l'ancêtre de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Mais qui a vraiment lu Mein Kampf? Comment Mein Kampf est-il né? Le livre d'Hitler, paru en 2 tomes en 1925 et 1926, fait partie de ces textes dont tout le monde parle, mais qui n'a jamais été vraiment lu. Que dit ce livre? Quelle a été la réalité de sa diffusion en Allemagne et ailleurs? Mein Kampf surtout annonce-t-il les crimes à venir du Troisième Reich et du nazisme? Autant de questions que je vais pouvoir poser à l'historien Claude Quettel. Claude Quettel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez édité vous avez publié de nombreux ouvrages. Vous avez été directeur scientifique du mémorial de Caen. Je renvoie nos auditeurs à vos ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur ce que vous avez appelé l'impardonnable défaite. Et vous venez de publier, donc évidemment, avec derrière en contrepoint la publication de Mein Kampf chez Fayard, une étude réalisée sur le livre d'Adolf Hitler qui s'appelle Tout sur Mein Kampf, un livre paru aux éditions Perrin. La première question, Claude Quettel, est assez simple, c'est qu'on est étonné de voir qu'un livre comme celui de Mein Kampf, était protégé par le droit d'auteur. Oui, j'ai été étonné moi-même. C'est une vieille histoire, le Mein Kampf, même dès la tentative du très sulfureux Sorlot en 1934 en France, a été assimilé à une œuvre littéraire. Mein Kampf, œuvre littéraire, aujourd'hui ça fait un petit peu bondir, mais c'est tout ça qui a provoqué cette espèce de, selon moi, de non-sens, de quiproquo, que les droits ont été effectivement protégés jusqu'à le domaine, c'est-à-dire 50 ans, donc début 2016. C'est une rigolade. Mais à qui appartenaient ces droits? À personne, bien évidemment pas à Hitler, et encore moins à ses descendants, il n'en avait pas. Mais au lendemain de la guerre, très curieusement, les autorités d'occupation américaines, notamment, ont attribué ces droits au Land de Bavière, au Land de Bavière, pour la simple raison que c'était le domicile, fiscal de Hitler. C'est de la folie pure, hein. C'est de la folie pure. Ce livre, qui est un livre fou, et gravement fou, a donné naissance à cette histoire éditoriale folle, moins gravement folle, mais folle d'un Mein Kampf assimilé à une œuvre littéraire et protégé par des droits, les droits, tenez-vous bien, des droits à la création, les droits littéraires. Alors que, bien évidemment, Mein Kampf est tout sauf une œuvre littéraire. Effectivement, alors c'est un des leitmotifs de votre ouvrage. Ça reste un livre illisible. En 1934, le texte avait été un peu adapté finalement à la langue française. Or, visiblement, l'édition de Fayard sera une édition qui respectera davantage, j'allais dire, le côté assez lourd de l'écriture d'Hitler, voire parfois complètement illisible. Alors, assez lourd, vous êtes bien gentil. Alors, il y a 2 choses qui écrasent la notion même d'œuvre littéraire, que personne n'oserait soutenir aujourd'hui. D'une part, c'est le fait que, effectivement,
c'est une œuvre totalement illisible. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi mal écrit, d'aussi insupportable du point de vue de la forme. Hein, je me parle de la forme. Et puis, la deuxième chose qui, évidemment, est bien plus importante, c'est que c'est une œuvre, c'est quand même une œuvre, un texte, œuvre, hein. Tout texte fait œuvre, mais le mot œuvre donne tout de suite une petite connotation un peu esthétique. Non, c'est un texte qui, d'un point de vue politique, a pris une telle importance qu'il n'est plus question de savoir si c'est bien écrit, mal écrit. C'est un texte qui a pris une importance historique dès le départ, pas seulement aujourd'hui, si grande qu'il est grotesque de commencer à se demander s'il faut respecter des droits d'auteur ou des droits littéraires. Voilà, c'est ça le fond du problème. Et c'est ça qui a rendu cette affaire un peu ridicule. Alors, ridicule à plus d'un titre, puisque, d'une part, ridicule, puisque, alors, d'un seul coup, on dit, alors, c'est la règle des 50 ans, on va attendre janvier 2016 pour dire, Mein Kampf est libre de droit. Non. Comme si Mein Kampf aurait pu être protégé avant. Hein, ce qui est effectivement absolument idiot. Et puis aussi parce que ce texte de Mein Kampf est totalement accessible sur Internet depuis toujours. Et donc c'est tout ce problème on est en France, on le met en Allemagne, ça a été la même chose. Le texte était totalement accessible sur Internet, personne ne s'en scandalisait. Et puis, d'un seul coup, alors, ça va devenir un livre, ça va devenir du papier, et d'un seul coup, alors là, voilà que c'est l'effervescence, l'énorme... Comme quoi on est attaché au papier malgré tout à l'ère d'Internet. Oui, quand même. Alors, moi, personnellement, ça me rassure. Mais voilà, c'est tout ça... C'est une histoire un peu folle quand même. Alors, vous le dites très bien, il y a, je passe sur le contexte, c'est-à-dire quand le moment où Hitler l'a écrit, alors qu'il était en prison, vous présentez ce carnaval de politique, cette justice au moment au moment de son emprisonnement après le fameux putsch de Munich. J'en viens directement au livre lui-même. Vous dites, il y a deux écueils quand on aborde ce livre. D'abord, lui faire dire ce qu'il ne dit pas, et deuxièmement, ne pas distinguer ce qui s'y trouve. Oui, c'est vrai. Que dit réellement Mein Kampf? Alors, effectivement, le fond du problème, si on enlève ce côté là de l'histoire de l'édition qui est à la marge, le fond du problème de Mein Kampf, c'est que c'est un livre qui est avancé. On a souvent avancé cette image d'une conspiration en plein jour. Mein Kampf dit beaucoup plus que ce qu'on a voulu en faire dire. Mein Kampf est tellement illisible, la conspiration en plein jour, que il n'a pas été pris au sérieux. On a bien compris qui était Hitler et on a bien compris ce qu'était devenu le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Ça, tout le monde a bien compris. Mais on a toujours voulu, les historiens ont voulu mettre de Mein Kampf comme, une espèce de brouillon, toute cette vieille querelle entre Hitler intentionnaliste et Hitler fonctionnaliste. Hitler est-ce qu'il avait l'intention ou est-ce qu'il n'a été qu'une fonction? À la lecture, il apparaît que Mein Kampf, du fait même qu'il est illisible, se cache, sans le faire exprès, mais se cache, est caché par un magma de mots, insupportables. Je ne souhaite à personne de faire comme j'ai dû le faire, moi, de lire Mein Kampf, un crayon à la main. C'est un somme épouvantable. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis. Lisez Mein Kampf. Si au-delà de la page 5, vous arrivez encore à le lire, ce sera très bien. Il vous tombe des mains. Mais vous tombe des mains, le livre vous tombe des mains. Mais si vous vous obligez à lire ce livre, crayon en main, vous apercevez que
dans ce magma de 750 pages, 750 pages en caractère serré, aujourd'hui ça ferait 1000 pages, 1200 pages dans une édition normale, il y a une pensée. Il y a ce que les Allemands appellent la Weltanschauung, une vision du monde. C'est-à-dire que, on dit, oui, Mein Kampf est une espèce de logorée, c'est une logorée, antisémite, mais bien sûr que c'est ça. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est une construction. C'est même, je dirais, une utopie. C'est pas seulement une théorie, c'est une utopie. Hitler énonce, avec sa pensée fruste, avec son verbe qu'il est encore bien davantage, une théorie concrète de ce qu'on pourrait appeler l'utopie nazie. L'utopie nazie, une vision pseudo-scientifique du racialisme. Je préfère le mot racialisme au mot racisme qui aujourd'hui a pris trop d'autres connotations. C'est-à-dire une race supérieure, une race élue, la race aryenne, et une race antinomique, antithétique, adverse, irréductible, qui est la race des Juifs, une race inférieure, qui n'est pas seulement une race inférieure, mais qui est la race ennemie. Et le sang, la race, les vieilles traditions volkisch dont Hitler hérite, il n'arrive pas sans aucun bagage historique et culturel, va installer une race des seigneurs, une race qui sera la race... alors, le mot arien revient souvent, mais oui, ce sera la arienne, mais qui sera une race supérieure, conquérante, et qui ira à la conquête du monde, et avec cette notion du Drang nach Osten, de la conquête vers l'Est, et qui passe par vaincre la France. Mais la France n'est pas un objectif prioritaire pour Hitler. Il faudra passer par là pour ensuite pouvoir se tourner vers l'Est. Et donc, et avec un État qui ensuite fera le jeune Allemand, le citoyen, la jeune Allemande, qui fera des enfants, elle, pas plus, et le jeune Allemand, et qui deviendra cette race de conquérants, cette race de seigneurs qui renouera avec, donc on est dans un mythe qui renouera avec la race supérieure. Donc c'est un mythe fruste, mais tous les mythes, selon moi, le sont, mais c'est un mythe qui fonctionne. Ça n'est pas, encore une fois, une espèce Mein Kampf n'est pas seulement un torrent d'invectives, de haine informelle. Tout cela est finalement assez construit. Mais construit au milieu, encore une fois, d'un tel torrent de boue sémantique et de logorée qu'au bout du chemin, c'est Klemperer, je crois, qui a dit que c'était la conspiration en plein jour. C'est-à-dire que c'est tellement clairement annoncé que les Allemands vont adhérer ou pas, mais pendant 15 ans, vont quand même supporter cette espèce de catéchisme qui est quand même finalement assez clair, assez cohérent, cohérent dans l'incohérence formelle de Mein Kampf. Du coup, est-ce que l'on peut faire un parallèle entre ce qui est affirmé dans ce livre et au fond ce que je disais en introduction, en reprenant les différents chefs d'accusation du procès de Nuremberg, est-ce que on voit les crimes à venir et la guerre de 39-45 dans Mein Kampf? Selon moi, oui. Selon moi, oui. C'est ce qui fait que, alors je déteste ces notions d'école, intentionnaliste, fonctionnaliste. Les historiens sont des confiscateurs de l'histoire. Et ce n'est pas normal. Moi, j'estime que chaque citoyen est propriétaire de l'histoire. Il a le droit d'avoir une vision de l'histoire.
Et non, mais non, non, pas du tout. C'est la propriété. Le malheureux Mélenchon. Non, je dis le malheureux Mélenchon parce que c'est la polémique Mélenchon qui fonde ce livre. Quand il a, justement, lui, il dit là, ça, en disant, oui, mais Mein Kampf fonde, enfin, je sais pas, non, peut-être pas, il n'a pas dit fonde. Moi, je dis fonde. Lui, il a dit annonce, peut-être pas tout à fait le même sens, les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Alors aussitôt, il s'est fait reprendre de voler par je vais pas dire les ayatollahs, mais j'en suis pas loin. Je l'ai dit, tant pis, hein. Mes collègues ayatollahs. Mais monsieur, comment osez-vous? Vous n'êtes pas historien. Sacré nom d'une pipe, n'importe quel Français a le droit de s'intéresser à son histoire et d'avoir un point de vue sur l'histoire. Alors, pour vous répondre, bien évidemment, alors, en plus c'est jouer sur les mots, c'est pas très honnête de dire « Ah oui, Hitler n'annonce pas les chambres à gaz dans Mein Kampf ». Évidemment non. Enfin, évidemment non. Bon, j'enlève évidemment. Non, il n'annonce pas les chambres à gaz. Restons sur ce chapitre, qui n'est pas le seul de Mein Kampf. On réduit trop Mein Kampf à cette seule question de l'antisémitisme. Il n'y a pas que ça. Mais restons là-dessus, juste un instant. Alors, il n'annonce pas les chambres à gaz. Il ne dit même pas qu'il faut tuer tous les juifs. Mais un tel discours, aussi violemment antisémite, prépare largement le terrain. C'est tout le problème de est-ce que Mein Kampf annonce, prépare les crimes à venir dans la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il les annonce? Oui. Est-ce qu'il les prépare? Oui. Est-ce qu'il les formule comme tels? Non. C'est-à-dire, la guerre, Hitler ne dit pas on va faire d'abord la guerre à la France et puis après on fera la guerre à la Russie, pour conquérir l'espace vital et on va tuer tous les juifs. Et, oui et non. Il ne le dit pas comme ça. Il ne fait pas le plan du camp d'Auschwitz dans Mein Kampf, mais tout y est. Dire tout n'est peut-être pas dit, mais tout est annoncé. C'est ce que vous dites, tout n'est pas écrit dans Mein Kampf, oui, mais tout y est dit. Oui, je le pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense, et c'est ce qui fait que, alors, mes chers collègues ayatollahs vont certainement me classer dans la catégorie des néo, parce qu'on dit plus, alors, je suis maintenant un néo. C'est très mauvais d'être un néo. Donc, je suis un néo-intentionnaliste. Je deviens un néo-intentionnaliste. Mais oui, bien sûr. Je ne le savais pas en vous invitant. Je suis désolé, vous avez devant vous un néo. Et donc, je suis un néo-intentionnaliste. Mais oui, Hitler, je pense que toute cette horreur. Alors je comprends bien, les fonctionnalistes disent oui, mais Hitler, il n'y a pas que lui, il y a eu ensuite tout un système qui lui a un peu échappé. Oui et non, il s'est pas occupé des détails, les fameux détails de l'histoire. Il a peut-être pas effectivement validé les plans d'Auschwitz, mais Auschwitz découle très naturellement, très logiquement, des élucubrations et de la haine violemment antisémite. C'est un livre écrit par un Allemand pour les Allemands. Quelle a été la diffusion et le succès de cet ouvrage? Alors, là aussi, il a été Mein Kampf a été longtemps un peu minimalisé. Le succès de Mein Kampf a été un petit peu sous-estimé, passé un petit peu sous silence. En fait, dès avant la prise du pouvoir de Hitler en 1933, l'ouvrage a déjà fait l'objet d'une campagne effrénée du parti nazi, puisque dès le départ, Mein Kampf, loin d'être une espèce d'ouvrage un peu anecdotique de Monsieur Hitler, est en fait dès le départ la Bible du parti nazi. Dès le départ, dès avant 1933. Sauf que dès avant 1933, on ne prononce peut-être pas le mot Bible. Après 1933, on va carrément prononcer le mot Bible. Ça va pas être une image, ça va être le mot fondateur. Et donc, sinon, avant 1933, on est peut-être à déjà 280 000 exemplaires. C'est énorme. Et alors, après,
quand l'appareil de propagande du Reich s'en mêle, Goebbels en tête, ça commence à se chiffrer en millions. En 1945, parce qu'on ne le dira jamais assez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les chiffres n'ont pas faibli. On aurait pu croire qu'après Stalingrad, il y aurait moins d'acheteurs de Mein Kampf quand même. Hein. Eh ben pas du tout. On arrive à 12 millions et demi d'exemplaires. Donc le best-seller absolu du Troisième Reich, évidemment très soutenu par la propagande nazie, c'est Mein Kampf. Et pourtant, alors nous avons fait une émission, Storia Voce a fait une émission sur le petit livre rouge. Il a une dimension moins totalitaire, on a l'impression que le petit livre rouge, qui lui devait être, j'allais dire, quasiment l'appendice de tout chinois. Quelle a été la réception de ce livre? Est-ce qu'on peut savoir si on parlait de son style qui est absolument exécrable? Est-ce que les Allemands le lisaient? Est-ce que les Allemands le connaissaient? Est-ce qu'ils l'apprenaient exactement comme on apprenait au fond des citations de Mao bien plus tard? Le parallèle que vous faites avec le livre rouge est important et à mon avis très intéressant. Selon moi, c'est du même ordre. Quels sont les Chinois qui ont vraiment lu les pensées du président Mao? À mon avis, pas tant que ça. Et quels sont les Allemands qui ont lu Mein Kampf? Alors, certainement encore moins. Et quels sont les chrétiens qui ont lu la Bible? Et quels sont les musulmans qui ont lu le Coran? On pourrait, enfin, je sais pas, on pourrait peut-être encore continuer à décliner comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'objet de ce livre, quand on dit Bible, il s'agit d'un instrument de croyance. Il s'agit d'adhérer globalement à la fameuse Weltanschauung de Hitler, où la race supérieure, la race inférieure, l'état racialiste, l'avoir lu comme on lirait, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut lire, un bon polar, vous voyez, sans sauter une page. Non, personne. Les Allemands, selon moi, n'ont pas lu Mein Kampf. Mais vous utilisez un terme qui est très important, qui est le terme de croyance. C'est-à-dire que vous utilisiez aussi le terme de Bible. On est dans les religions séculaires de Raymond Aron. Bien sûr, c'est une religion. C'est une nouvelle religion qui rompt d'ailleurs avec les anciennes religions. Et d'ailleurs, le Mein Kampf de 1934, non, pas 34, 32, je crois. 32. Je fais partie des historiens qui ne sont pas très forts en date. Nous sommes deux à ce micro, alors. Ben oui, mais il faut savoir confesser ses faiblesses. Hein. Et donc, se présente comme, d'ailleurs, c'est un peu ça que j'ai voulu qu'on mette dans la couverture, qu'on retrouve un peu ça, ce côté un peu Bible. C'est-à-dire que le premier Mein Kampf, c'est une couverture cartonnée, bleu sombre, qui ressemble énormément aux Bibles, vous savez, qu'on trouve dans les tiroirs quand on va en Angleterre, aux États-Unis, dans le tiroir de la chambre d'hôtel. Donc, ça s'est voulu comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est présenté comme ça. C'est la Bible du nazisme. Et une Bible, on n'est pas obligé de faire une exégèse verset par verset. Est-ce que la France... mais aussi, on pourrait dire l'Angleterre, mais à vous lire, on a l'impression que Mein Kampf a eu plus d'impact en France qu'en Angleterre. Est-ce que la France a sous-estimé sa lecture? Alors, le problème de la France, j'y consacre un long chapitre dans tout sur Mein Kampf, le problème de la France, c'est qu'elle est aux premières loges. C'est-à-dire que dans la réception de Mein Kampf, dans le monde, je ne parle pas après-guerre, avant-guerre, l'antisémitisme virulent, tout le monde s'en moque. Ah oui, ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne parce que pratiquement tous les pays d'Europe sont antisémites. Et donc ça ne les gêne pas. Donc qu'est-ce qui peut gêner? C'est la déclaration de guerre virtuelle. Et là, elle est claire. Mais elle est claire contre qui? Contre la France. En même temps, l'ennemi héréditaire de l'Allemagne, c'est la France. Les États-Unis, ils ont un fossé anti-char qui s'appelle la Manche.
Les Américains, ils ont un fossé anti-char encore plus beau qui s'appelle l'Atlantique. Les Allemands, ils ont quoi? Les Anglais et les Français, ils ont quoi? Ils ont la ligne Maginot, la fausse ligne Maginot. Ils ont une frontière ouverte. Donc la première cible, et d'ailleurs Hitler s'en explique très clairement dans Mein Kampf. Avant de se retourner vers l'Est, il faudra en finir avec la France. Donc les Français, alors lorsque Mein Kampf a commencé à interroger les Français, surtout lorsque Hitler devient chancelier. Évidemment, avant, pour dire bon, mais quand il est chancelier, dire est-ce qu'il va mettre ses idées en application? Et là, d'un seul coup, en France, il y a... Alors d'abord, les Français sont complètement livrés. Alors je voudrais pas faire d'image par rapport à aujourd'hui, mais les Français ont toujours été, selon moi, complètement prisonniers de la politique politicienne. Ce qui les intéresse, c'est la politique intérieure, les élections, les prochaines élections, les échéances électorales. Ce qui se passe au-delà des frontières, ils connaissent pas, ils savent pas trop. C'est déjà vrai à cette époque-là. C'est pourtant énorme. On sort de la Première Guerre mondiale. On a une Allemagne qui revancharde. Eh bien non, ce qui intéresse les Français, c'est le Front populaire. Non mais franchement, oui, 1936, remilitarisation de la Rhénanie. Et donc le canard enchaîné qui dit l'Allemagne envahit l'Allemagne. L'Allemagne envahit l'Allemagne. Enfin, le canard enchaîné, bon, il est bien gentil, mais des fois, c'est très drôle, mais des fois, c'est gravement erroné, hein, quand même. Hein. Et donc, on a cette France qui, ne veut pas voir le danger. Ou plutôt, il y a quand même eu, en 33, mais un petit peu avant dès avant 33, mais surtout après 33, évidemment, il y a eu tout de suite deux camps. Un camp minoritaire qui dit « Oh là là, attention, il va nous faire la guerre », et puis un camp, plus attentif, disant « Oui, mais ce monsieur, maintenant qu'il est au pouvoir, il va devenir sage. Il ne va pas, évidemment, mettre en application tout ce qu'il dit. » C'est toujours cette fameuse image que moi je trouve excellente de la conspiration en plein jour. C'est-à-dire, plus c'est clair et moins c'est clair. Plus c'est clair que la France va être envahie par l'Allemagne, et moins c'est clair par le sentiment qui domine la France à l'époque, qui est celui du pacifisme. Le brillant, arrière, les mitrailleuses, arrière, les canons, et puis tout le monde applaudit, parce que c'est ce qu'on a envie d'entendre, et Munich, et la reculade, et au bout du chemin, la guerre quand même. Donc la France a évidemment a vu arriver Mein Kampf, l'a mal interprété. En plus, il y a eu des entreprises absolument insupportables de trahison, d'édition falsifiée de Mein Kampf, l'édition Fayard, financée par Abetz, l'agent des Allemands, où toutes les phrases qui pourraient être un peu gênantes, on les tempère par les déclarations d'apaisement de Hitler, devenu chancelier. Évidemment, Hitler, son problème, il est simple. En 33, si on lui fait la guerre, il perd. En 34, s'il fait la guerre, il perd. En 35, il perd. En 36, il perd encore. C'est la dernière fois. C'est l'occupation de la Rhénanie. Après, il perd plus. Et donc, mais bon, ça vaudrait mieux quand même qu'on puisse croire qu'il est pour l'apaisement. Et donc il y a des éditions de Mein Kampf qui sont totalement interpolées par les déclarations apaisantes du Führer. Mais le tout sur Mein Kampf n'a rien perdu de son authenticité, de sa nocivité. Et donc les Français se sont beaucoup intéressés à Mein Kampf, mais l'ont mal interprété. Enfin, l'ont mal interprété. Alors, Blum l'a mal interprété, le chef du Front populaire. Cachin, non, au contraire, a bien vu le danger les communistes ont parfaitement aperçu le danger de Mein Kampf. Trotsky aussi, qui était à l'époque réfugié politique en France, parfaitement vu aussi. Et dans un article, il dit même, ça s'appelle Mein Kampf, mais allons croire, ça s'appelait Ma paix. Et puis demain, ça va s'appeler Ma guerre. Donc, tout le monde n'a pas été les yeux bandés, hein, quand même. Hein. Mais donc, la France a parfaitement vu arriver Mein Kampf,
et, encore une fois, n'a pas su comprendre le message, sauf, encore une fois, quelques esprits un peu plus éclairés. Eh bien, c'est sur ces esprits éclairés que nous allons laisser nos auditeurs. Merci beaucoup, Claude Quetel. C'est moi qui vous remercie. Donc, Claude Quetel, Tout sur Mein Kampf, un livre paru aux éditions Perrin, et je vous renvoie aussi donc à l'émission avec Pascal Nivelle sur le petit livre rouge, donc ces pages, ce que j'ai appelé ces pages de sang. Merci beaucoup à Georges, à la technique, et à Amandine, avec qui j'ai pu préparer cette émission. Merci, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.